Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette troisième vidéo de la saison 2 dédiée à Linux, et aujourd'hui on va s'intéresser à la différence de terminal versus console versus shell. Alors le but c'est quoi? C'est de faire suite à la vidéo précédente où on avait installé un serveur ou une machine virtuelle Debian, mais on peut l'assimiler à un serveur comme ceci, et donc finalement, qu'est-ce que l'on a sous les yeux? C'est un petit peu la réponse qu'on va apporter aujourd'hui pour avoir quelques petites bases par rapport à ces éléments-là. Et c'est des termes qui sont très souvent utilisés dans le monde de l'entreprise ou en dehors, bien sûr, et qui petit à petit, vous allez voir, se croisent finalement, s'entremêlent, et des fois, on fait un petit peu d'abus de langage même, voire même il est difficile des fois d'être précis même dans leur utilisation, en tout cas pour deux termes notamment, terminal versus console principalement. Alors on va commencer par le terminal. Qu'est-ce que c'est? Alors historiquement, un terminal c'est quoi? C'est une espèce de machine à écrire, c'est un clavier. Donc si on prend les très vieux serveurs qui prenaient des espaces extrêmement importants, un serveur il tenait sur une salle énorme, et bien sûr il n'était pas déplaçable comme ça, et derrière, il fallait pouvoir interagir avec ce serveur. Du coup, il y avait une sorte de machine à écrire finalement où les programmeurs, qu'on va dire, pouvaient taper des éléments pour interagir avec la machine. Si on n'interagit pas avec, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire du tout. Donc là, l'idée c'est d'interagir avec et d'entrer des informations et de pouvoir également en collecter des résultats, comme par exemple des calculs, etc. Donc ça, historiquement, c'était, ça prenait cette forme-là. Alors je sais pas si je l'ai mis ici, peut-être qu'on va le revoir. Hop là. Non, on l'a pas ici, alors c'est pas grave. Donc historiquement, en tout cas, ça prenait la forme d'une machine à écrire. On peut le faire comme ceci. On va chercher console serveur comme ceci, et on devrait trouver très rapidement les choses. Hall de console, on va mettre, c'est pas grave. Voilà. Alors vous voyez que c'est très intéressant d'ailleurs, on nous affiche la console comme ça sous forme de meuble, effectivement, et ça fait référence à ce meuble en fait, qui est l'endroit où on va se poser, quand on va poser les choses pour pouvoir interagir avec le serveur. Donc c'est vraiment l'aspect console qui est strictement qui est assez historique, et on va prendre le keyboard, voilà, hop. Et derrière, si on regarde, voilà. Donc ça pouvait, alors ça c'était encore assez relativement récent, qu'on va dire. Et est-ce qu'on va trouver vraiment un ancien? On va voir. Je vous laisserai rechercher. Vous allez pouvoir en trouver très facilement. Il y a du vieux, mais pas suffisamment vieux finalement pour retrouver. Donc prenez une vieille machine à écrire finalement, branchez à un ordinateur qui prenait des capacités assez énormes, et finalement vous retrouvez les choses. Alors derrière, il faut replacer ça dans un contexte. Notre contexte, on en a parlé un petit peu lors du boot, de la phase du boot. On a donc un système qui s'est lancé avec différents modes d'utilisation, soit du single user, soit du multi-user. En tout cas, il y a un user généralement qui est possible, avec interface graphique, sans interface graphique, peu importe. Et derrière, ce que l'utilisateur a besoin de faire, c'est, quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'il fasse, peu importe vraiment, écouter de la musique, n'importe quoi, il y a un côté input, un côté output. Ça, c'est indéniable, et la forme par laquelle ça prend pour communiquer avec un processeur, un microprocesseur, CPU, etc., donc en traitement machine, physique, et bien derrière, le seul moyen de communication, c'est le format binaire, et donc derrière, il y a des couches d'abstraction qui vont permettre de pouvoir transformer ce que l'utilisateur va écrire sous forme de binaire pour pouvoir être utilisé par la machine d'un point de vue physique, donc un CPU notamment, grâce à des systèmes via les transistors par exemple, d'où le 0 et 1 en format binaire, etc. C'est quoi donc un terminal? C'est un device, donc en fait c'est un appareil qui peut être physique, comme on l'a dit, donc la machine à écrire, mais pas forcément toujours physique, et de moins en moins bien sûr physique maintenant de nos jours. Au fur et à mesure où on évolue, bien sûr il y a des couches de virtualisation de plus en plus, qui va finalement, son but ça va être de communiquer avec la machine. Donc en fait si on se fait un petit schéma, on a notre système d'exploitation qu'on va dire, hop là,
comme ceci, qui a des process dedans. Donc on va se le mettre, si on va se le mettre un petit peu plus gros. Donc il a des process et il en a vraiment beaucoup. Donc il utilise des process. Il en a vraiment beaucoup. Et nous, on est un utilisateur. Et on est un utilisateur. Nous, on n'a pas 36 moyens pour communiquer. On a à minima, on va dire, un clavier. Et au mieux encore, on a une souris. Hein, donc, voilà. Mais à minima, on a un clavier. Hein, à la base, c'est ça. Et en retour, on a quoi? Bah, finalement, on a un écran. Tout simplement pour avoir affiché les informations quoi, d'un résultat donné. En tout cas d'un état, ou peu importe. Et derrière, donc du coup, on a un système d'exploitation avec un process qui tourne, avec des process, pardon, qui tournent. Et derrière, on va avoir des process spécifiques, notamment pour ce terminal. Donc on a un process dédié à ce terminal qui va permettre d'échanger, donc du coup, et de créer cette interface finalement, qui va permettre donc de prendre les informations, donc ce qu'on va appeler des inputs finalement ici. Donc ici, on va dire en termes plus génériques, ce sont des inputs, et ici, ce sont des outputs, tout simplement, comme ceci. Et derrière, ce schéma-là, on le retrouve quoi qu'il arrive quand on utilise un processeur, il y a des inputs, des outputs, c'est-à-dire qu'on a un élément qui va être capable de faire du calcul, peu importe de la musique, du traitement d'image, de la vidéo, peu importe. Il va prendre des inputs et il va prendre des outputs. On va y ajouter un espace mémoire éventuellement, et la mémoire, on va parler notamment de la RAM, et éventuellement du disque pour avoir une mémoire bien plus confortable encore pour travailler. Mais voilà un petit peu le principe dans lequel on se situe. Et donc ce terminal, ça va être le moyen pour l'utilisateur de communiquer avec la machine. Donc notamment parmi les éléments utiles, bah, nous si on en revient à notre machine ici, on a besoin de se connecter dessus. Alors je vais mettre on va se mettre dans une vue scaled, ça va être un petit peu mieux, voilà, comme ceci. Et derrière, on a besoin de se connecter dessus. Donc par exemple, on va pouvoir rentrer le nom de mon user et hop. Alors forcément, la machine est un peu en vrac. Alors on va la retrouver comme ceci. On va juste la redémarrer. Toc. On va la redémarrer comme ceci. Start. Voilà. Hop. Et donc du coup, on arrive, donc comme on était lors de la vidéo précédente, on va pouvoir saisir notre user et notre password, et du coup, on arrive à se connecter dessus. Donc là, finalement, on est déjà en train d'utiliser un terminal. On va rentrer un petit peu plus dans les détails, quelques légers détails. Alors, qu'est-ce que permet finalement un terminal? Ça permet quoi? Ça permet de faire et de voir ce que l'on voit actuellement, c'est-à-dire d'afficher des lignes, donc avec un résultat, et même d'afficher ce que l'on est en train de taper, c'est-à-dire que en fait, ce qu'on tape sur le clavier, bah, il faut que ce soit interprété pour être affiché à l'écran. Par ailleurs, également, il a besoin de gérer, donc quand j'ai appuyé sur Entrée à la suite de Xavkey à partir de mon user, bah, j'ai eu besoin de gérer la fonction qui est derrière la touche Entrée, finalement, qui a permis de faire un retour à la ligne, et donc derrière, c'est ce qu'on appelle le CRLF, donc Carriage Return et Line Feed, donc c'est des éléments qui vont permettre de composer cette ligne à minima, c'est-à-dire la possibilité de générer de nouvelles lignes et en même temps de faire en sorte que quand on clique quand on appuie sur Entrée, eh bien la commande, les éléments soient envoyés directement au process pour être traités. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est très important. Alors, le terminal sur Linux, on va dire d'un point de vue fondamental, c'est ce qu'on appelle un TTY. Donc ça, c'est notamment aussi des choses pour les gens qui connaissent Docker qu'on retrouve avec le -t-ti, donc pour retrouver le TTY et en mode interactif pour pouvoir agir avec. Et là, du coup, c'est donc d'où vient TTY? Le terme vient de Teletype Writer et c'est l'outil qu'on va donc utiliser de manière fondamentale, un outil fondamental, c'est-à-dire qu'on va le retrouver
ici notamment, alors je vais pas pouvoir le surligner, mais si vous regardez la première ligne, vous voyez qu'on a le TTY1. Si je tape, hop là, si je tape TTY, vous voyez que ici dans ma ligne de commande, si je tape TTY, je me retrouve du coup avec l'identification de mon TTY sous forme de device, puisque je suis dans /dev, c'est-à-dire que c'est un équipement attaché. Par ailleurs, je peux en avoir différents, j'en ai différents, et si je fais un ls de /dev, donc les différents devices, vous voyez que TTY, finalement j'en ai plutôt beaucoup. Derrière, on va pouvoir switcher justement de terminal. Alors je vais pas le faire là parce que sinon on va perdre la vidéo là où elle en est et vous verrez rien. Mais par exemple, si vous êtes sur Ubuntu, vous pouvez faire le test, vous faites un CTRL ALT et vous faites varier le numéro de terminal à part les touches F2, F3, F4, F5, etc. Et vous allez pouvoir switcher finalement de terminal, à savoir que chaque terminal est bien sûr isolé les uns des autres, mais on peut également échanger éventuellement des informations entre terminals. Alors, ce qui est commande intéressante également au niveau de notre terminal, si on tape Who ici, vous voyez qu'on voit qui est connecté sur cette machine et on voit quel terminal est utilisé par cette machine, cette connexion. Donc en l'occurrence TTY1, ce qui vient confirmer ce qu'on avait préalablement. Par ailleurs, le TTY, c'est finalement l'écran qui s'affiche. Donc cet écran, il a une largeur, une hauteur, donc c'est ce qu'on appelle des colonnes pour la largeur et des lignes pour la hauteur. Et si je veux avoir du détail par rapport à tout ça, je vais pouvoir, vous voyez ici au niveau des commandes, taper STTY et passer ici une option qui est le -A, on va revenir sur les options juste après. Et vous voyez qu'ici il m'indique le nombre de lignes, c'est-à-dire que en hauteur, là, ce que je vois à l'écran, la fenêtre qui est définie à l'écran, c'est 37 lignes, et en largeur, c'est 100 colonnes exactement. Donc ça, c'est un élément qui est important, qui permet des fois, quand vous avez des retours d'erreurs, etc., vous allez avoir des indications sur la ligne en question et la colonne en question. Quand vous allez croiser les deux, ça vous aider à débugger. Vous avez d'autres informations ici qui s'affichent. On va pas revenir dans les détails pour le moment, parce que sinon on va arriver sur des choses un petit peu plus complexes. On peut également écrire dans un terminal ou même dans un autre terminal pour communiquer entre terminaux, sous réserve d'avoir les droits pour pouvoir communiquer dessus. Mais on pourrait potentiellement être deux à être connectés sur un même serveur et sous réserve de se partager les droits sur deux TTY différents, communiquer en mode un peu chat si on le souhaite, en mode un peu fun. Alors derrière, donc du coup, on a deux types de terminaux qui existent, on va dire. Il y a le terminal réel et versus le terminal virtuel. Donc le terminal virtuel ayant une vocation à être émulé, finalement, une solution émulée du terminal réel. Alors le terminal réel, faut en revenir à ce que je vous disais au tout début, c'est le terminal primaire, c'est-à-dire celui qui est accessible via ce qu'on va voir juste après, ce qui s'appelle la console, et faut en revenir en fait un peu aux fondamentaux dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la machine à écrire qui est directement connectée au serveur que je vous disais qui prenait de l'espace. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le terminal primaire. Et ensuite, on va pouvoir y connecter et utiliser d'autres terminaux qui sont des solutions émulées et qui sont virtuelles pour le coup. Donc on va reparler un petit peu quand on va aborder la console. Le terminal virtuel, lui, il fait appel donc et il est utilisable sous forme d'application. Et notamment, par exemple, moi ici, ce que j'utilise, ça s'appelle Terminator, mais il y en a pas mal d'autres. Et dans les fondamentaux Linux, on retrouve Xterm, qui est un terminal de base et qui va permettre, lui, d'interagir également avec la machine. Alors ces terminaux virtuels, ce qu'ils apportent également en plus de la console de base, donc là par exemple ici, je suis sur une console de base qui permet de gérer un serveur virtuel, mais ça reste une console de base. Il faut l'imager comme si mon serveur virtuel était un vrai serveur physique et que j'étais connecté avec une espèce de machine à écrire ou un clavier tout simplement, connecté directement avec ce serveur en direct, c'est-à-dire sans passer par des éléments réseau, etc. Vraiment en direct, et je suis le seul à pouvoir me connecter de cette manière-là.
derrière, donc ce que ça signifie, c'est que vous n'avez pas forcément toutes vous avez des fonctionnalités, on va dire, de base, bien sûr, qu'on va retrouver notamment quand on va évoquer le shell, mais ce que vous n'avez pas, par exemple, ici, si je fais clic droit, vous voyez que j'ai des options qui sont possibles. C'est-à-dire que je vais pouvoir, par exemple, splitter, découper en deux mon terminal. Je vais pouvoir fermer une fenêtre grâce à des raccourcis, etc. Je vais pouvoir faire plein de choses, plein de fonctionnalités avancées qui sont possibles uniquement via des terminaux virtuels, puisque le but du terminal réel primaire, c'est pas d'avoir ces fonctionnalités avancées. Le but, c'est vraiment simplement de pouvoir taper de la commande et c'est tout. Alors, derrière donc vient avec ces fonctionnalités d'input et d'output qui sont interfacés via ce terminal, vient derrière deux chiffres qui sont importants à retenir dès maintenant, même si on va pas encore trop les utiliser. À retenir que la partie input, hop, si on en revient à notre schéma, alors forcément, hop, voilà, si on en revient à notre schéma, donc la partie input ici, c'est ce qu'on va appeler la sortie standard, et input, pardon, output, sortie standard, et input, on va dire, c'est l'entrée standard. Donc derrière, on va faire référence à deux chiffres qui sont fondamentaux quand on va parler des file descriptors par la suite. Le premier chiffre ici, donc pour les inputs, on va parler du file descriptor 0, et l'output, on va parler du file descriptor 1. On aura le 2 également, mais on parlera de ces choses-là un petit peu plus tard. Mais deux chiffres importants associés, le 0 pour les entrées et le 1 pour les sorties. Alors la console dans tout ça, qu'est-ce que la console? Donc là on vient de parler un petit peu du terminal avec le terminal primaire et les terminaux virtuels. Et bien la console c'est quoi? C'est l'accès physique au terminal primaire. C'est-à-dire que j'ai un serveur, admettons j'ai un serveur physique ou dans mon cas de figure ici, j'ai un serveur virtuel. Ce serveur virtuel, il a été lancé grâce par exemple à VirtualBox dans mon cas de figure. Et VirtualBox me fournit une console. Donc là, c'est ce terminal primaire, donc c'est le moyen, la console, c'est l'outil qui va me permettre d'accéder au terminal primaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, il y a des connexions spécifiques qui se font, par exemple si vous êtes en data center, via des équipements particuliers. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser ce genre de choses qui sont donc ce qu'on appelle une console. Alors ça ressemble fortement à un ordinateur. Pourquoi? Parce qu'on a un laptop, parce que tout simplement on a besoin d'un écran, on a besoin d'un clavier, éventuellement d'une souris, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc il faut en revenir. Le but c'est de communiquer avec le terminal primaire réel. Et donc derrière on va pouvoir se connecter. Alors là en l'occurrence ce genre de choses va permettre de se connecter au niveau d'une baie qui a différents serveurs, et donc grâce à sa configuration, grâce à certaines touches, on va pouvoir switcher de serveurs sur lequel on va se connecter, varier les serveurs sur lesquels on se connecte, et interagir avec ce terminal primaire. Donc ça c'est un mode. Ensuite il existe d'autres modes, d'autres manières, avec des outils comme ceci par exemple. Donc on a un écran, un clavier, on appelle ça un ergotron, qu'on va pouvoir promener d'une baie à une autre, et on va pouvoir se connecter directement sur un serveur. Pourquoi? Parce que sur un serveur, quand vous regardez, on a ce qu'on appelle un port console, sur lequel on va pouvoir se brancher et afficher des éléments retour en écran, à l'écran, et interagir, renvoyer des éléments aussi en entrée grâce à notre clavier. Donc même à partir d'un laptop, on va pouvoir se connecter directement à un serveur, vous voyez, grâce à un système de câbles, de deux câbles principalement, voilà ce que ça donne. Vous avez donc ce qu'on appelle un câble console et un port console qui va permettre de se connecter dessus de cette manière-ci. Donc ça c'est quelque chose qui est important à avoir, et donc du coup dans ce mode de connexion, bien sûr, on va gérer les entrées et les sorties, toujours sur le même principe. Alors, ce qui est important à avoir en tête quand on ne connaît pas du tout, quand on débute, la console c'est quoi? C'est le moyen d'utiliser un serveur, qu'il soit physique ou virtuel, dès lors par exemple on a perdu une connexion dessus. Quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'on peut se connecter sur le serveur, même si on n'a pas de réseau par exemple. Si on a besoin de configurer le réseau sur une machine alors que celui-ci ne fonctionne pas,
On verra plus tard les connexions, donc si vous voyez la playlist SSH, donc on fait généralement des connexions distantes, bien là on ne pourra pas faire de connexion distante puisque finalement on n'a pas de réseau, ça veut dire qu'on n'a pas de connexion distante possible avec ce serveur. Donc derrière on va utiliser cette console physique pour pouvoir se connecter dessus, configurer justement la partie réseau pour pouvoir faire en sorte ensuite de pouvoir s'y connecter à distance. Par ailleurs, au niveau de du terminal primaire, on va avoir deux modes de connexion possibles sur ce terminal primaire via la console. On a la console qui va être accessible, comme je vous montrais tout à l'heure, directement en ayant recours donc à ce port console, ou encore, on va pouvoir aussi jouer sur une deuxième mode de connexion possible, notamment au niveau des serveurs, c'est-à-dire qu'on a des outils qui sont fournis par les constructeurs de serveurs, en l'occurrence par exemple Dell ou HP. Donc les outils c'est par exemple IDRAC ou ILO pour HP et Dell. Et ça va permettre quoi? Ça va permettre, grâce à ces interfaces constructeurs, d'ouvrir une console virtuelle cette fois-ci, donc pas physique, et de pouvoir faire comme si on était sur place finalement et interagir encore avec les équipements. Donc ça permet de faire deux types d'accès console différents. Alors le shell dans tout ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que représente le shell? Donc on a vu le terminal qui est finalement le mode, l'interface d'utilisation finalement de notre système d'exploitation qui est juste derrière. Et bien derrière on a besoin d'utiliser un shell. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'un shell? Donc on a, si on devait c'est la représentation qu'on se fait souvent et qu'on peut voir à différents endroits. Si on prend notre OS, ou plus spécifiquement dans notre système d'exploitation, on va parler du kernel. Donc on va prendre, alors si on devait imaginer les choses globalement, ici on va avoir ce qu'on appelle le hardware, qui est le sacre-saint et bien sûr que l'utilisateur ne peut pas utiliser directement. Qui utilise le hardware finalement, c'est le système d'exploitation et plus particulièrement c'est ce qu'on appelle le kernel. Alors le kernel pour noyau, en traduction on va dire française, hop je déplace un petit peu ça, et finalement qui dit noyau dit, pour pouvoir être utilisé par un utilisateur, on ne peut pas utiliser le noyau directement pour des raisons de sécurité, d'isolation et de fonctionnement assez logique, et par sa complexité également, etc. Et donc derrière on va utiliser ce qu'on appelle un shell pour pouvoir interagir avec. Donc le shell étant donc on a le noyau, on va dire si on devait se représenter par exemple une noix, donc on a le noyau et le shell, finalement c'est la coquille autour de ce noyau, donc derrière c'est finalement l'interface qui va permettre à l'utilisateur d'interagir avec ce kernel qui lui va permettre d'exploiter le hardware. Alors derrière, donc le shell c'est quoi? C'est finalement l'interpréteur de commande. Donc on a vu qu'on a le terminal qui lui permet d'interagir avec le kernel, avec les process et le système d'exploitation. Et le shell, lui, ça va être l'interpréteur de commande. C'est-à-dire qu'en gros, si on devait le résumer, ça va être le moyen de pouvoir communiquer avec le kernel via le terminal et sous forme d'un mode de communication. Et qui dit mode de communication dit langage. Donc en gros, si on devait en faire un gros résumé, le shell finalement, ça va être un langage qui va permettre de communiquer avec le noyau sous forme bien sûr d'isolation, en respectant la couche d'isolation qu'il faut respecter. Il existe différents types, il manque un petit test, différents types de shell. Donc le shell historique, c'est le born shell qu'on va retrouver donc et qui historiquement est SH. Donc on peut switcher de shell quand on utilise, donc si on retourne sur notre machine ici. Donc si on veut découvrir le shell qu'on est en train d'utiliser, on va pouvoir faire, alors il y a différentes manières, on va pouvoir faire un echo shell, et vous voyez qu'en l'occurrence moi j'utilise par défaut, beaucoup de machines utilisent le shell qui s'appelle bash, mais en l'occurrence, si on veut switcher, on va pouvoir faire sh par exemple, et sh, du coup, j'utilise le bin sh. Si je veux switcher de shell, donc du coup, je peux le faire directement. Hop,
alors forcément la tabulation ça marche pas bien dedans. On a donc le bash donc pour Bourne Again Shell, donc on va retrouver dans bin bash généralement. On a également donc donc moi je ne l'utilise pas, mais beaucoup de personnes l'utilisent, le Z Shell ou ZSH, qui lui a des fonctionnalités encore plus avancées que ces shells précédents. Donc le shell primaire SH lui est relativement apporte un certain niveau de fonctionnalité. Le Bourne Shell en rajoute au-dessus encore, et le ZSH lui en rajoute encore beaucoup plus, notamment avec des éléments d'autocomplétion qui sont encore plus poussés que le bash standard qui en dispose déjà de quelques-uns. Parmi les fonctionnalités avancées d'un shell, ça va être le pipe, on verra ça plus tard. Le pipe, c'est quoi? C'est juste la possibilité entre deux processus, donc on verra ce que c'est qu'un process, etc. Ça va permettre de faire communiquer un processus avec un autre. C'est quoi? En gros, ça va être l'utilisation de pipe qui va permettre donc à un processus de sortir des éléments en output et de faire rentrer dans un autre processus des éléments en input. Derrière, donc, on a des éléments qui sont aussi importants au niveau du shell à comprendre. On a le prompt, la commande, les options et les arguments. Donc en gros, on va retrouver le prompt qui va être la partie, alors si on en revient ici, le prompt, hop, voilà, c'est ce qu'on voit tout de suite là à l'écran. Donc le prompt, c'est quoi? C'est une partie qu'on va pouvoir configurer et qui va permettre de définir, de fournir plus exactement des informations à l'utilisateur à travers son terminal virtuel. Notamment, vous voyez, par défaut, très souvent, on va retrouver l'utilisateur, on va retrouver la machine, le host name de la machine sur laquelle on est situé et la localisation où on est situé au niveau du système de fichiers. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière basique. Ensuite, on va pouvoir y taper des commandes, comme par exemple la commande ls, qui est une commande de base. Et cette commande ls, on va pouvoir lui passer des options. Donc par exemple, ici, moi j'ai très souvent, j'utilise par défaut LARTH, on reviendra dessus. Donc ça, par exemple, c'est donc une option, c'est -L, -A, par exemple, -R. Et si je le lance comme ceci, voilà, ça me permet d'afficher les éléments, en tout cas de lancer la même commande, mais avec différentes options. On verra comment on va utiliser le manuel, par exemple, pour récupérer des informations. Et également, on va pouvoir lui passer un argument. Là, en l'occurrence, les arguments qui peuvent être reçus par, tiens, on va faire plutôt un autre, par notre commande ls. Donc on a nos options -L, -A, -R, et l'argument qu'on va passer, par exemple, ça va être par exemple /etc. /etc, c'est quoi? C'est comme si on avait un répertoire, tout simplement, pour les gens qui utilisent Windows. C'est un répertoire classiquement, et si je lance ma commande, finalement, j'ai un output. Donc là, j'ai fait un input, et j'ai un output, c'est-à-dire le résultat qui me vient en retour. Voilà un petit peu pour les éléments basiques que l'on pouvait dire sur la différence entre terminal versus console versus shell. Donc on a le terminal primaire et le terminal virtuel, le primaire étant le tout premier qu'on va notamment utiliser à travers une console, et le terminal virtuel, finalement, ce que vous voyez à l'écran aussi, c'est du terminal virtuel. Le shell étant lui l'interpréteur, plus exactement, plus différemment, on pourrait dire le langage qui va permettre le mode de communication avec les différents terminaux, qu'ils soient virtuels ou réels, ou primaires, et derrière il en existe différents, avec plus ou moins de fonctionnalités avancées. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.